La nuit où les valises ont atterri sur le trottoir, la lune n'a rien voulu savoir. Les néons d'Abidjan jetaient une lumière blafarde sur des vêtements pliés à la hâte. Marie restait immobile, la paume brûlante du sac à main contre la poitrine, tandis que ses filles, tête nue sous le souffle du vent, regardaient la maison qu'elles avaient quittée comme on regarde une étoile qui s'éteint. Jean était déjà parti, sa silhouette absorbée par la route qui mène ailleurs. Personne n'avait frappé à la porte pour expliquer. Personne n'avait dit « Je suis désolé ». Il n'y avait que les valises, lourdes de souvenirs, et une culpabilité muette qui pesait plus que le sac de tomates que Marie allait bientôt poser sur une planche en bois. Ce matin-là, Marie apprit que la dignité n'est pas un luxe, c'est un choix à cultiver chaque jour. Elle trouva un coin au marché d'Adjam, non loin des cris des vendeurs et du cliquetis des balances. Elle disposa ses tomates en pyramide, choisit les plus rouges, essuya la poussière de certaines d'un geste précis, comme pour ôter de la honte avant de la vendre. Le soleil chauffait le bois de son étal, le jus des fruits éclatait parfois sur ses doigts. Elle les lavait sur le coin d'un seau, secouait la tête et souriait. Pas pour les passants, non, pour ses filles. Le commerce était simple dans son apparence. Des tomates, des sacs en plastique, des clients qui marchent. Mais dans chaque transaction se cachait une promesse silencieuse. Payer les frais de scolarité, acheter des cahiers, maintenir ouvertes les petites portes de l'avenir. Les premiers temps furent durs. Les jours où les ventes s'effondraient, Marie rentrait avec moins d'argent que le coût d'un carnet. Les soirs, à la lampe à pétrole, elle faisait les comptes. 1 franc ici, 2 là, un reste de monnaie qu'elle mettait dans une boîte usée. Cette boîte avait un couvercle qui ne fermait plus bien. Elle la gardait sous le lit, à portée de main. Ses doigts, tachés de jus rouge, tremblaient parfois en la fermant. Elle ne disait pas « je crains », elle murmurait. Une foi discrète, une habitude de survie. De temps en temps, elle regardait Esther et Naomi dormir, leur souffle léger, et se répétait que tant qu'elle rêvait, il y avait encore du chemin à faire. Esther avait 16 ans le jour de l'expulsion. Elle était déjà sérieuse, les traits d'un visage que la responsabilité avait amadoué trop tôt. Naomi, de 12 ans, dessinait des maisons, toits en tôle, jardins, escaliers. Ses feuilles étaient couvertes de plans qui n'avaient pas encore d'échelle. Mais dans son esprit, chaque trait était une promesse de structure, de solidité. Après la nuit où Jean fit ses valises, les 2 filles comprirent très vite que l'école pouvait être plus qu'un endroit pour apprendre des maths. C'était un levier, une ouverture. Elles allèrent en classe avec les mêmes uniformes, des chaussures raccommodées, des cartables qui croyaient encore au futur possible. Les matins au marché devinrent une chorégraphie. Marie se levait avant l'aube. Elle alignait ses tomates comme qui aligne des espoirs. Elle connaissait les meilleurs clients. L'homme qui achetait toujours au gramme près, la mère de famille qui venait choisir les plus mûrs pour la soupe, le restaurateur qui négociait sans artifice. Les odeurs du marché, le parfum des agrumes, la poussière chauffée, le relent du poisson séché, devinrent la bande-son de leur survie. Les mains de Marie portèrent la mémoire de ce labeur. Peau durcie, ongles incrustés de terre, l'empreinte des corvées et des soins. Parfois, ses doigts tremblaient quand elle comptait les pièces à la fin de la journée. Parfois, elle souriait en pensant au poids léger d'un billet qu'elle n'aurait pas prévu. Si cette histoire vous touche, mettez un pouce et dites dans quel pays vous nous suivez en laissant le drapeau en commentaire. Restez encore un peu. Ce que vous verrez ensuite montre comment des gestes répétés, humbles, peuvent façonner des destins. Une nuit, alors que la maison improvisée sur le trottoir avalait la fatigue, Esther et Naomi se retrouvèrent autour de la boîte à compter. La lampe à pétrole lançait des ombres longues sur le mur. Marie comptait une à une les pièces. À chaque son métallique répondait une pensée. Le prix d'un manuel, une photocopie, l'examen à venir. Esther prit la boîte, la pressa sur son cœur et fit une promesse à voix basse, comme on adresse une supplique à l'avenir. « Je deviendrai médecin », dit-elle. La phrase n'était pas une revendication d'orgueil, c'était une stratégie.
un plan tracé dans la pénombre. Naomi leva la tête, ses crayons encore tachés de rouge. « Et moi ?» dit-elle avec l'innocence des enfants. « J'imaginerai la maison la plus belle. Pour toi, maman. » La promesse d'Esther fut une pierre lancée dans l'eau calme de leur quotidien. Il y eut des cercles, des vagues. À l'école, Esther se montra studieuse au-delà du raisonnable pour son âge. Elle prenait des notes comme si elles étaient de petites vies à sauver. Elle demandait à son professeur des explications supplémentaires, revenait tard à la bibliothèque quand le marché laissait quelques heures libres. L'enseignant, un homme attentif qui remarquait quand un élève venait chercher plus que des réponses, la prit à part un jour et dit « Tu as une ténacité qui dépasse ta situation. Ne la gâte pas. » C'était peu, mais c'était important. Un adulte qui voit, qui valide. Naomi, de son côté, dessinait sans relâche. Ses plans devinrent plus précis, ses perspectives plus justes. Elle construisait des maquettes en carton, collait des morceaux de tissu pour simuler des jardins, notait des listes de matériaux avec la concentration d'une ouvrière qui prépare un chantier. Les années ont une manière lente de changer les choses. Il n'y eut pas d'ascension soudaine, pas de message annonçant la fortune. Il y eut des petites récompenses, comme une mention honorable à un examen, un stage dans un cabinet d'architecture, où Naomi passa des heures à apprendre à mesurer l'espace, un stage à l'hôpital où Esther, sous la surveillance d'un médecin, comprit que la main qui soigne pouvait aussi porter la voix qui console. Elles prirent des chemins balisés par l'effort et le hasard. Bourse partielle trouvée grâce à une recommandation, un emploi étudiant trouvé par hasard, une garde malade qui paya en retard mais qui laissa des contacts. Chaque victoire était le fruit d'un chemin sinueux. Travail, discipline, rencontre, chance. Marie continuait de vendre ses tomates, et parfois elle revenait du marché avec une somme qui payait une tranche d'école à temps. Le travail modeste, répété, se transforma en capital invisible. Respect des professeurs, réseau, confiance en soi. Un jour, Naomi reçut son diplôme d'architecture. Elle pleura en silence en tenant le parchemin, pensant aux allers-retours au marché, aux nuits où la soupape de la lampe à pétrole vacillait. Elle avait conçu la maison qu'elle offrirait à sa mère comme si c'était son premier grand projet. Murs solides, ventilation, jardin où pousseraient quelques plants de légumes. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de briques, c'était une pièce de reconnaissance. Esther, elle, réussit les examens de médecine après des années d'efforts. Son nom figurait désormais sur la liste des professionnels dont on gardait la photo au mur de la maternité où elle travaillait. Le jour où elle enfilait la blouse, elle pensa à l'odeur des tomates et à la façon dont les mains qui avaient préparé ces fruits avaient appris à tenir des instruments plus fins. Pendant que les filles construisaient leur avenir, la vie de Jean prit un autre cours. Il avait quitté le foyer pour une femme qui, au départ, avait semblé offrir la sécurité et une nouvelle existence. Il célébra la naissance d'un garçon, sourit aux photos partagées, mais il ne voyait pas que sa stabilité reposait sur des fondations précaires. Son entreprise, fragile, connut des revers. Les promesses se délitèrent, et la femme qui l'avait suivi finit par le quitter. Un test ADN, dont on parlera plus tard dans les commérages du quartier, révéla ce que certains murmurèrent déjà. L'enfant n'était pas de lui. La chute n'eut pas l'éclat d'un scandale public immédiatement. Elle fut d'abord intime, faite d'économies envolées, de portes qui se fermèrent et d'un orgueil blessé. Jean perdit une part de sa confiance, puis de ses ressources. La vie lui renvoya l'image d'un homme dont les choix avaient creusé l'abîme. Les retrouvailles eurent lieu dans un lieu que ni l'un ni l'autre n'avaient imaginé comme scène de réconciliation. L'hôpital. Non pas comme un clin d'œil théâtral, mais parce que la vie, dans sa façon de se croiser, place parfois les gens face à leur choix. Un matin, Jean, frappé par une faiblesse qui le poussa à chercher soin, se trouva dans la salle d'attente où Esther travaillait désormais. Il ne l'avait pas vue depuis des années. Elle le reconnut d'abord par la posture, puis par le regard, ce mélange de regret et d'espoir brouillé. Son cœur fit un saut. Il y eut une seconde où le monde se redessina, où toutes les années passées se mirent à peser sur une poignée de secondes.
Jean essaya d'approcher. « Esther !» dit-il, comme on appelle une voix qu'on espère apaisante. Elle s'éloigna légèrement. Professionnellement, elle posa les règles. Il était patient comme un autre, mais il ne fut pas le bénéficiaire d'un traitement particulier. Humainement, son visage resta fermé. Des souvenirs remontaient, les valises sur le trottoir, les journées longues au marché, la boîte de pièces. Elle n'était pas ici pour punir, mais pour exercer son métier et rester fidèle à sa propre dignité. Jean, confronté au mur de son passé porté par la fille qu'il avait abandonnée, baissa la tête. Il sentit la honte s'installer, lente et implacable. Ce jour-là, il ne reçut pas de miracle. Il reçut la ferme clarté d'une femme qui rendait des comptes au nom de sa famille. Esther ne céda pas à la rancœur aveugle. Elle exposa la conséquence. « Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. Je ne suis pas prête à effacer ce que nous avons vécu. » Jean, sans défense, demanda pardon. Les mots étaient simples, maladroits, mais ils venaient d'un homme réduit à l'essentiel. Il supplia, il tenta d'expliquer, il chercha la trace d'une responsabilité qu'il ne reconnaissait pas. Marie, informée de la présence de Jean à l'hôpital, ne s'empressa pas. Elle avait appris à choisir ses batailles, à lire la fatigue dans les yeux des autres, à préserver sa paix. Elle accepta cependant une rencontre sollicitée par un intermédiaire. « Venez, parlez. » La communauté qui avait vu la famille sombrer puis se relever craignait l'écho de la douleur. Ils voulurent une conclusion digne plutôt qu'une humiliation publique. La rencontre finale se déroula dans la cour de la maison que Naomi avait conçue et fait construire pour Marie. C'était une maison modeste par taille, mais grande en intention. Murs peints, véranda, un coin où pousseraient quelques plantes. Naomi avait planté un petit jardin, et Marie avait replanté des tomates, cette fois pour la joie, plus que pour la survie. Quand Jean arriva, il y eut un silence. Il tenait parfois la main d'un souvenir loin trop lourd. Ses yeux s'agrandirent devant la maison. Il y vit la marque irréfutable de ce qu'il avait perdu. La voir là, au soleil, assise sur sa chaise, mangeant une mangue, changea la donne. Il demanda pardon, encore et encore. Cette fois, la parole n'était plus la seule arme. Marie écouta. Elle pesa chaque mot avant de parler. « Le pardon, dit-elle, n'efface pas l'histoire. Il l'a réinscrit autrement. »« Je ne veux pas te briser, dit-elle. Mais je ne veux pas non plus que tu reviennes comme si rien ne s'était passé. » Elle posa une condition, le respect des limites qu'elle imposait. Pas de retour au foyer comme s'il n'y avait jamais eu de départ. Pas d'attente d'un rôle qu'il n'avait pas assumé. Pas de réintégration qui gommerait les années où elle avait tenu la maison seule. Jean accepta, humilié et reconnaissant. Le pardon fut accordé avec mesure, sans éclat, parce que le pardon sans limite aurait trahi la dignité retrouvée de Marie et de ses filles. Le visage de la famille se recomposa alors, mais pas en tableau lisse. On ne pouvait ni coudre ni tricher l'histoire. Les repas devinrent des moments où l'on se parla autrement, où l'on évitait parfois certains sujets pour ne pas provoquer des blessures. Les filles, maintenant adultes, portaient la trace de ce qui avait été. Mais elles ne portaient pas seulement la mémoire, elles portaient aussi la maison, les professions, la capacité à tracer une route différente. Elles invitèrent parfois Jean, mais toujours avec prudence. La vie prenait un rythme nouveau qui respectait la distance nécessaire à la reconstruction. Dans la cuisine, la marmite mijotait, et par la fenêtre, on voyait le petit potager où poussaient quelques tomates. Celles-là n'étaient plus seulement une source de revenus, elles étaient symboles, un retour aux origines, non pour dépendre, mais pour se souvenir. Les enfants couraient, leurs rires tendaient comme des cordes entre les murs. Naomi plantait un jeune arbre sous le regard attentif de ses nièces et neveux. Esther, quand elle rentrait des gardes à l'hôpital, regardait parfois longuement la maison et pensait à la boîte de pièces, à la lampe à pétrole, à la promesse faite dans la pénombre. Tout ce qui avait été semé, voilà, portait désormais une récolte. Il faut insister sur quelque chose que la plupart des récits simplifient. Il n'y a pas une seule cause de la réussite des filles. Il y eut la force du travail de Marie, oui,
Mais aussi le courage d'Esther et de Naomi, les moments de soutien inattendus, la ténacité d'un professeur, la chance d'un stage, l'ouverture d'une porte qu'elles avaient su pousser. Le marché et les tomates étaient concrets. Ils furent la matière première d'un avenir façonné par des décisions et des rencontres. Chaque tomate vendue était un petit apport. Des frais scolaires, une paire de chaussures, un cahier. Et tous ces gestes, accumulés, ont permis d'acheter un peu plus que des objets. Ils ont acheté des possibilités. Au fond, la maison que Naomi construisit n'était pas seulement un toit. C'était un signal, une preuve tangible que la dignité peut renaître quand on la nourrit. Le pardon mesuré de Marie n'effaça pas le passé, mais il rendit possible une coexistence où la douleur est reconnue et où l'on refuse la reproduction des mêmes erreurs. Jean restait, pour sa part, dans une position fragile. Il avait perdu des repères, mais il avait désormais une chance, non pas d'effacer, mais d'apprendre. Il trouva parfois un emploi, resta discret, essaya de reprendre contact, mais avec respect. Il n'accéda pas à la place qu'il avait perdue, et c'était juste. Les voisins racontent encore comment la maison s'est animée un soir de fête. Le repas partagé, la table chargée, des rires qui faisaient écho au marché lointain. On vit Marie servir un plat de légumes, des tomates en salade, et puis s'asseoir. Elle regarda ses filles, leurs enfants, et murmura quelque chose que peu de personnes entendirent, mais que tout le monde sentit. Un merci sans ornement. Ce merci ne s'adressait pas à un être céleste en particulier. Il s'adressait au travail, au courage quotidien, à l'effort qui refuse la capitulation. C'était aussi un salut à tous ceux qui, chaque matin, vendent, travaillent, prennent soin des leurs. Et pourtant, il existait une nuance importante. Ce récit ne dit pas que vendre des tomates garantit la réussite. Il dit autre chose, plus nuancé et plus vrai. Il dit que la régularité d'un travail humble peut créer des occasions, que l'éducation est un levier puissant, et que l'investissement dans la scolarité d'un enfant, même faible, est souvent le germe d'un changement. Il y eut du hasard, des personnes qui aidèrent, des erreurs évitables et des échecs surmontés. Les filles travaillèrent, oui, mais elles eurent aussi des alliés, des moments de chance, et surtout, la volonté de transformer en capital social ce que le monde leur donnait. Dans le jardin, aujourd'hui, les tomates poussent encore. Marie en arrache parfois une, la regarde, puis la casse pour en goûter la chair fraîche et rouge. Elle sait mieux que personne que l'avenir n'est pas assuré par un fruit qu'on vend, mais par la somme de gestes quotidiens, par des nuits à compter des pièces, par des présents offerts à force de discipline. Elle a appris à lire le monde autrement. Chaque client qui met de l'argent sur sa planche est une main qui participe, sans en être pleinement conscient, à construire un destin. Au soir, quand les lumières de la maison s'allument, il y a un moment où tout semble trouver sa place. La table est garnie, les voix se mélangent, et quelque part on entend encore la rumeur du marché, moins pressante, plus lointaine. Les filles racontent des anecdotes de leur journée, la plus jeune nièce dessine des plans comme Naomi l'avait fait autrefois, et Marie sourit. Le passé n'a pas disparu. Il se lit derrière les rides au coin des yeux, dans la façon dont Marie plie un linge, dans les silences qui parfois s'étirent. Mais à la place d'un cœur brisé, il y a désormais une maison, une sécurité relative, et l'évidence que quelque chose a bien changé. La morale de cette histoire n'est pas spectaculaire. Elle est humble. La dignité du métier modeste, la valeur de l'éducation, la force des promesses tenues, tout cela contribue à ouvrir des chances. Les tomates n'étaient pas seulement des denrées, elles furent une rotation, un flux d'opportunités payé morceau par morceau. Elles ont nourri des corps, payé des études, et surtout offert le temps nécessaire pour que l'ambition et la discipline fassent leur travail. Elles furent, au sens propre, de petites semences de possibles. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez vu comment la patience d'une mère a transformé une nécessité en opportunité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où le courage ordinaire redessine des vies. Et dites-nous en commentaire, selon vous, la famille mérite-t-elle le pardon ?